Et qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un blanc pour dire que c'est lui qui est à la tête du mouvement musical. Donc c'est Johnny Clegg. Et Johnny Clegg est devenu millionnaire. Et il utilise un groupe de noirs qu'on appelle Savuka. Et lui-même est millionnaire. C'est un phénomène analogue qu'on voit aux États-Unis. Le rap est devenu très dangereux comme moyen de contestation urbaine. Donc on a mis un blanc et on a dit c'est le Zoulou, c'est le rappeur blanc Eminem. Au moment où le rock était un élément très dangereux, hein, on a mis Elvis Presley. On a dit c'est le King. On a dit c'est le rocker blanc. Donc chaque fois qu'on dit blanc, ça veut dire que le mouvement s'atténue, s'anesthésie et devient un business au service des oppresseurs. Alors que le mouvement devait au contraire en finir avec le système. C'est ce paradoxe dans lequel nous sommes en France aussi. Hein? Avec des rappeurs qui se battent à l'aéroport entre eux. N'est-ce pas? Et on met tout ça en scène. Donc, le problème, le point de vue le plus important qu'il convient de souligner ici, c'est que les Africains ont du mal à avoir un mouvement qui ne s'identifie pas à un messie. Parce que les mouvements qui réussissent face à des systèmes de terreur tels que l'apartheid doivent être des mouvements assez faux. C'est-à-dire qui ne doivent pas avoir de tête. Qui doivent avoir une direction clandestine. Et nous, on n'a pas ça. On a toujours des gens qu'on propulse comme des messies, des héros, dans le cadre du romantisme révolutionnaire. Et ces gens-là, ils meurent toujours avant 40 ans. Ce fut le cas d'Amilcar Cabral. Ce fut le cas, plus récemment, de Thomas Sankara. Ce fut le cas de Patrice Emery Lumumba. Ce fut le cas de tous les leaders africains qui ont été décapités. Et les mouvements avec. Parce que la stratégie est une stratégie qui ne privilégie pas la lutte clandestine. Parce que quand on dit que tel leader est le leader d'un mouvement, il devient une cible pour les forces ennemies. C'est ainsi que l'histoire de la lutte de libération de l'Afrique est devenue une histoire, si vous voulez, de ce qu'on appelle le romantisme révolutionnaire. Donc, je voudrais dire ceci. Il faut que les Africains tiennent compte de l'échec organisationnel, de l'échec des organisations, des mouvements africains, depuis le premier mouvement de libération nationale en Afrique, qui est le mouvement de la lutte contre les Hyksos. Pour moi, c'est le premier mouvement de libération nationale en Afrique. Et c'est le pharaon Ahmosis Yamessou qui a mené la fronde. Et Kamosé aussi. Ils étaient deux. Ils ont mené la fronde. Ils étaient à la tête du premier mouvement de libération nationale sur le territoire africain. Le mouvement de lutte contre les Hyksos. Qui était le véritable modèle et mentor de Steve Biko en politique? Et pourquoi l'auteur de Conscience Noire se méfiait-il autant de l'African National Congress, en abrégé ANC? Comme vous le savez, il est rare qu'un homme politique d'envergure mène un combat sans avoir été inspiré par ses prédécesseurs. Donc, dans un ouvrage que nous ne présentons pas ici, et qui s'intitule « I write what I like », j'écris ce que je veux, ou j'écris ce que je projette d'écrire. Steve Biko explique les trois sources dans lesquelles il a puisé pour forger sa pensée politique. Nous savons bien, et je l'ai dit tout à l'heure, que Steve Biko a été assassiné dans sa prison le 12 septembre 1977. Il avait 31 ans. La photo que la police a été contrainte face à la révolte des Noirs de publier montre un crâne défoncé, gisant à même le sol, nu, couvert de plaies et d'échymoses. Et Steve Biko a eu ce qu'on appelle une lésion cérébrale foudroyante.
le cerveau a été découpé en deux. Parce que Steve Biko disait, ce qui caractérise le mouvement, Black Consciousness Movement, c'est l'affirmation d'un principe. Ce principe est celui-ci. Le principe de base de la conscience noire est le rejet par l'homme noir et la femme noire, le rejet intégral par l'homme noir et la femme noire du modèle de civilisation. Et ce modèle, dit Steve Biko, fait de l'Africain, de l'Azani et des autres contrées de l'Afrique un étranger sur son propre sol qui est décidé à disparaître au nom de la prospérité et de l'égoïsme de l'homme blanc. Ça là, c'est tellement grave que les Blancs ont dit, si de telles idées entrent dans la conscience des Noirs, c'est fini. Mais le mot d'ordre le plus fondamental de Steve Biko, c'est une phrase très célèbre, intitulée « L'arme la plus puissante dont disposent les oppresseurs, c'est la mentalité servile des opprimés. » L'arme la plus puissante dont disposent les oppresseurs, c'est la mentalité servile des opprimés. Steve Biko dit, soit tu es vivant et fier, soit tu es mort et on nie. Et une fois que tu es mort, tu ne peux de toute façon plus t'en soucier de ton sort. Ce qui compte donc, c'est ta façon de mourir. Et ta façon de mourir, selon que tu meurs debout ou que tu meurs couché, permet à d'autres de savoir que par-delà la mort, on peut encore susciter l'émergence d'hommes qui restent debout. Le problème, ce n'est pas la mort. Le problème, c'est garantir la perpétuation des idéaux et permettre à d'autres hommes, par milliers, plus nombreux, d'incarner ces mêmes idéaux pour lesquels tu es mort. Donc, Nelson Mandela va déclarer, au moment où il sort de prison en 1994, la phrase suivante, Steve Biko a été, de nous tous, le premier clou qui a été planté dans le cercueil de l'apartheid. C'était encore quand Nelson Mandela était très influencé par Winnie. Parce qu'il a dit ça devant Winnie. Je répète, Steve Biko a été, de nous tous, le premier clou qui a été planté dans le cercueil de l'apartheid. Donc cela veut dire qu'il y a toujours un modèle, il y a toujours une histoire. Avant de revenir sur le mouvement lui-même, et donc il importe de connaître les différentes péripéties et les différentes étapes. Le mentor revendiqué de Steve Biko, c'est Robert Mangaliso Sobukwe. Sobukwe est né le 5 décembre 1924 et il est mort le 27 février 1978. C'est un homme résistant panafricaniste d'Azani, parce qu'il disait jamais Afrique du Sud, que les autres pays africains ne connaissent même pas. J'ai fait un jour un sondage parmi les panafricanistes qui se réclamaient au sein de l'intersyndicale des organisations d'étudiants africains en France, dont le rêve était de ressusciter la FEANF en fait. Nous sommes dans les années 1984, 85, 84, 85. L'intersyndicale a été dissous en 1987. Et ce groupe-là, c'est à ce groupe qu'a succédé que Soleil Noir est venu remplacer. Et après Soleil Noir, grâce à Djibril Ning, et à quelques années, le Minacad. Parce que la tribune diaspora africaine nous a servi aussi de plateforme pour lancer le Minacad, le mouvement international négro-africain Cheikh Anta Diop. Mais il est remarquable qu'à cette époque, on ne savait même pas qui était Sobukwe. On ne savait pas qui était Odinga Odinga, le dirigeant kenyan. On ne savait pas qui était Tom Mboya,
On ne savait pas qui était le dirigeant tchadien Outel Bono, qui a été assassiné par la France. On ne savait pas qui étaient nos martyrs, en fait. Mais en fait, beaucoup de gens connaissent les martyrs et les citent, mais ils ne connaissent pas leurs œuvres. Ils ne lisent pas. Or, ce que nous faisons de nouveau, ce n'est pas seulement de lire ce que d'autres ont écrit sur eux, mais de les lire directement. Et quand on lit, on voit l'influence en filigrane de Sobukwe. Sobukwe avait d'autant plus de mérite qu'il était issu d'une famille de pasteurs méthodistes. C'était une des provinces les plus pauvres du Cap. Un des quartiers les plus pauvres qu'on appelle Graf-Renette. Il a effectué sa scolarité dans une école de missionnaires, donc. Puis, au fameux lycée Headdown. Et il a obtenu une bourse parce qu'il était brillantissime pour pouvoir poursuivre ses études à l'université de Fort Ray. À partir de 1948, il adhère de façon précoce à l'organisation de jeunesse de l'ANC, le Congrès national africain. Et en 1949, il préside le conseil représentatif des étudiants du Fort Ray au sein de cette organisation d'étudiants. Sobukwe, à partir de 1952, est l'homme le plus influent de l'ANC. Il participe à une campagne de boycottage et de défiance économique, comme on dit, contre le gouvernement sud-africain. Il mène toutes les actions clandestines, je dis bien clandestines, contre l'apartheid. On le nomme pour le récompenser secrétaire de l'ANC sur tout le secteur de Sandertown, qui était le secteur le plus riche en militants qui avaient déjà un peu de culture, notamment les avocats, etc. Mais le domaine était dominé par les métis et les Indiens. Donc les rares noirs qui étaient avocats, ils utilisaient leur truc pour défendre les populations. Parce qu'on a beau avoir des bantoustans sur les terres les plus pauvres, tandis que les blancs ont 90% des terres et représentent 5% de la population. Eh bien, les noirs étaient quand même expropriés sur les terres les plus pauvres. Donc, il fallait que les avocats se liguent et tout ça. Et parmi ceux qui organisaient les avocats, ceux qui organisaient les repas pour ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui organisaient tout ça, Sobukwe était dehors. En 1954, au moment où paraît Nation d'agriculture, Sobukwe est donc chargé de cours à l'université de Witwatersrand et il s'installe à Johannesburg où il devient l'éditeur d'un revue qui s'appelle The Pan-Africanist. The Pan-Africanist. Pan-Africanist. Donc, et comme il ne veut pas que les Blancs dominent l'économie, comme il ne veut pas que les Blancs dominent les parlements, comme il ne veut pas, parce que son principe à lui, c'est on va prendre le pouvoir, mais par la voie démocratique. Parce que nous sommes majoritaires. Donc c'est lui qui a inventé le fameux slogan « One man, one vote ». Donc Sobukwe devient donc le stratège de tout le mouvement de libération de l'Afrique du Sud. Jusqu'ici, je n'ai pas parlé de Mandela. Pourquoi? Parce que Mandela fait partie d'un groupe de Noirs qui sont déjà dans la classe moyenne, du point de vue des études, etc. Alors que Sobukwe est basé sur les paysans et les ouvriers agricoles. D'accord? Alors que eux, ils sont dans les classes moyennes. Parmi ceux que je dis comme ça, il y a le père de Thabo Mbeki, qui s'appelle Govan Mbeki. Il y a Oliver Tambo, qui va prendre plus tard, après l'échec de la stratégie pacifiste, la tête du groupe de la lutte armée, mais cette fois-ci à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Donc les pays de la ligne de front. Oliver Tambo, un des dirigeants les plus estimables et des plus estimés de l'ANC. Ce fut le cas également de tous les autres dirigeants, notamment les dirigeants qui ont accompagné Nelson Mandela au moment où il y a eu le procès de Rivonia et on les a embastillés dans le pénitencier de Robben Island. Et ensuite, Portsmouth, la prison de haute sécurité. Donc, le problème que nous posons est le suivant.
Si la stratégie inaugurée par le Pan-African Congress à Sharpeville, que continuer Steve Biko à Soweto, si cette stratégie-là n'avait pas montré son efficacité, est-ce qu'il y aurait eu le tournant des cadres de l'ANC pour accepter en fait la résistance militaire? Non. Ce fait n'est jamais souligné par les historiens et les biographes de Nelson Mandela. Donc, ce tournant a fait que eux, ils ont suivi la ligne radicale. Eux qu'on appelle les modérés, ce n'est pas l'inverse qui s'est produit. Donc, Nelson Mandela n'est pas le chef historique de l'ANC. Nelson Mandela est un dirigeant de l'ANC parmi d'autres. Mais ceux qui ont inauguré la stratégie de confrontation avec le régime de l'apartheid en vue de son démantèlement s'appellent Sobukwe et Steve Biko. Et nous attendons des contradictions documentées pour pouvoir justement réajuster notre perspective. Donc, ce que nous disons par là, c'est que à partir de 1959, Sobukwe adhère directement à ce qu'il appelle le Congrès panafricain d'Azani. PAC. Parce que Pan-African Congress, on dit que c'est P pour panafricain. Et le A, on ne dit jamais. Dans l'acronyme, c'est Azani. C'est pas Afrique du Sud. Congress. Pan-African Azania Congress. Il devient donc le président de cette organisation qui prend directement ses ordres d'Accra auprès de Nkrumah, auprès de Padmore et auprès de tous les dirigeants dont nous avions parlé lorsque nous avions examiné en live le livre « L'Afrique doit s'unir », Africa Must Unite de Kwame Nkrumah. Donc il adopte les idéaux de la conférence d'Accra qui avait eu lieu en 1958 et revendique le droit pour les Noirs d'Afrique du Sud de se libérer pour ensuite entrer dans une grande fédération africaine dirigée par les Noirs à l'échelle du continent. Son discours influence pendant près de 2 décennies tous les militants de jeunesse noire. C'est ce discours célèbre qu'il a prononcé en 1958 au Cap, n'est-ce pas, qui est à la base de l'inspiration de Steve Biko. C'est ce discours qui est à la base de ce qu'on appelle le mouvement de la conscience noire, Black Consciousness Movement. Mais le plus grand coup d'éclat de Sobukwe est qu'il a organisé un vote dans les townships et dans les Bantoussans. Et le Pan-African Congress a démocratiquement devancé l'ANC, dont les moyens structurels, parce que l'ANC est pratiquement le premier mouvement politique africain. Si on considère que l'UNIA était un mouvement qui était plutôt dans la diaspora. Oui. Donc, cela montre que Sobukwe est influent. Et je l'ai dit, c'est la lutte clandestine. La confrontation face aux forces de l'ennemi. Le fait de donner un programme social pour que les Noirs n'aient pas faim. Le fait de donner une éducation aux Noirs dans leur langue. En Zoulou. Et dans leur langue. En Soto. Etc. Et cela a fait que la proximité avec les populations était telle que lorsque les bourgeois de l'ANC sont arrivés, ils se sont retrouvés minoritaires. C'est à partir de ce moment-là que l'apartheid va s'appuyer sur certains éléments de l'ANC pour mettre le Pan-African Congress hors d'état de nuire et dans une clandestinité avec une chasse à l'homme. Vous voyez? Donc le Pan-African Congress décide d'organiser sa propre convention le 21 mars 1960. Vous voyez bien que c'est la période de la vague des indépendances juridiques formelles dans les pays sous domination française. Sobukwe appelle alors les Noirs à laisser leur passeport intérieur des Bantoussans et à adopter un passeport de l'Azani que lui-même distribuait avec ses hommes partout. La population se révolte donc et tout le monde va manifester. Donc j'ai bien dit Sharpeville, c'est la date la plus importante. Et la police va tuer et blesser plusieurs centaines de Noirs.
La plupart étaient atteints par des balles dans le dos. Ce qui vous montre la férocité de la répression. À partir de ce moment-là, les tenants de l'apartheid disent que Sobukwe est l'ennemi numéro 1, l'ennemi public numéro 1, et il est recherché partout. On placarde sa photo partout, wanted, que terroriste, Sobukwe. Sobukwe est donc arrêté suite à une dénonciation des Noirs eux-mêmes. Certains disent de certains membres de l'ANC. Ce fait n'a jamais été élucidé. Donc, étant donné le caractère hypothétique d'une telle affirmation, loin de moi l'idée d'en faire une vérité historique, seuls les éléments documentés doivent permettre de trancher. Parce qu'il se pourrait que la police elle-même ait dit que c'est l'ANC qui l'a fait pour diviser les Noirs et provoquer des règlements de compte. C'était souvent la règle. Donc, ce que je veux dire, il est mis en isolement dans la prison de haute sécurité de l'île de Robben Island, où on ne s'évade jamais. Et on crée une loi pour lui, qu'on appelle la clause Sobukwe, qui consiste à faire en sorte que le prisonnier passe son temps à casser des cailloux, jusqu'à ce que sa force physique, sous un soleil de plomb, décline, sans eau, sans rien, sans nourriture, jusqu'à ce qu'il y ait une commotion cérébrale. Donc c'est étudié scientifiquement comme ça. Donc Sobukwe casse des cailloux, tout ça à Robben Island, avant Nelson Mandela. En 1969, Sobukwe est, suite à une maladie, remis en résidence surveillée pour 5 ans à Galeshwi, dans un quartier de Kimberley, où sa famille le rejoint. On lui interdit toute activité politique. On lui interdit même toute activité religieuse. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va profiter de cette situation pour terminer ses études de droit. Un doctorat de droit. Une de mes plus grandes fiertés, c'est que Sobukwe, j'ai le texte en droit qu'il a rédigé. Et Sobukwe part directement du droit des peuples zoulous, de tous ces droits-là, pour remplacer l'apartheid qu'il appelle déni de droit. Oui. Donc c'est cet homme qui a influencé Steve Biko. Et personne ne le dit en réalité. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Sobukwe, son cerveau était, en fait, il était empoisonné. Et eux, ils savaient qu'à telle date, il allait mourir. Donc, il a été assassiné, mais à effet lent. Et le spécialiste de ça, c'est un médecin militaire qui est devenu universellement célèbre, qui s'appelle Woutersbasson, qu'on appelle le docteur la mort. Il y a même un documentaire sur ça, sur ses crimes. Et il a même empoisonné Nelson Mandela aussi. Les problèmes de poumons, respiration de Nelson Mandela sont dus directement à l'empoisonnement dû à Woutersbasson. On estime à peu près 8000 personnes le nombre de personnes tuées par Basson. Parce que Peter Botha avait donné l'ordre de supprimer la population noire en utilisant la médecine et tous les autres moyens qu'on appelle les procédés d'empoisonnement dérivatif. C'est la commission d'enquête même qui a jugé les crimes massifs de l'apartheid qui permet de le penser. Mais une question se pose, c'est que Woutersbasson, au moment où on le juge, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on devrait juger aussi les Anglais au Kenya, parce que c'est à partir de ce qu'ils ont fait que lui, il a empoisonné les gens en Afrique du Sud. Qu'on devrait juger aussi la France, parce que la France a beaucoup empoisonné aussi. Que donc la médecine est le moyen le plus sûr d'éliminer des gens en silence sans que cela ressemble à un assassinat. Donc ce sont des assassinats déguisés qu'on fait par des transfusions sanguines, par un certain nombre de choses intraveineuses qui font que le poison est lancé directement et injecté dans le corps et circule dans ton sang jusqu'à ce que tu meurs en atteignant ton cerveau. Donc voilà les méthodes utilisées par Woutersbasson et l'Occident aujourd'hui. Ces méthodes, on les appelle le bioterrorisme. Et les laboratoires de virologie P4, c'est pour ça que ces laboratoires font ça. Par exemple, le laboratoire de Marburg a créé de toutes pièces un virus qui s'appelait au début le virus de Marburg, mais qu'on appelle aujourd'hui Ebola.
tous ces virus, le virus du Nil, tous ces virus-là sont créés aujourd'hui par le laboratoire. Et l'OMS même transmet ces virus consciemment aux populations africaines, alors qu'il s'agit de médecins qui ont fait le serment d'Hippocrate de ne jamais tuer. Donc cela donne une idée. Et ce sont des médecins militaires qui sont partout en Afrique aujourd'hui. C'est une des spécialités actuelles de Bernard Kouchner, qui est par ailleurs conseiller du président Alpha Condé en Guinée, entre deux activités de virologie, n'est-ce pas? Où on injecte des sérums aux nègres. Surtout, il travaille un peu avec les laboratoires américains. Et celui qui finance ça, c'est Bill Gates. Bill Gates finance ça à l'échelle globale du continent africain. Hein? Et chaque fois qu'on vaccine les nourrissons, hein, 70% des nourrissons ne survivent pas. Et Bill Gates commet des crimes en Afrique avec sa femme. Hein? Donc l'Afrique est aujourd'hui le théâtre d'une guerre qui ne dit pas son nom et qui utilise ce qu'on appelle la guerre bactériologique et le bioterrorisme. Merci, Kovi. La quatrième question est celle-ci. Quelle est la thèse centrale développée dans Conscience Noire par Steve Biko? La thèse centrale est celle-ci. La conscience noire, c'est le retour à la vision du monde du peuple noir avant son contact avec les négriers. Le retour aux langues du peuple noir, les langues que parlait le peuple noir. Surtout la spiritualité du peuple noir, parce qu'il était contre la religion. Il considérait la spiritualité comme un moyen d'émancipation. La religion était un moyen d'abrutissement. Donc il dit que ce n'est pas la même chose. La spiritualité est la voie royale qui mène à la libération intérieure et partant la libération et l'émancipation. Tandis que la religion est la voie royale qui mène à la subordination intérieure et aussi à l'assujettissement à un Dieu blanc au nom d'un paradis imaginaire et illusoire. Donc, à partir de toute sa considération, Steve Biko dit que l'école doit être le reflet de cette spiritualité africaine. Et dans le chapitre 13 du livre, il écrit « La conscience noire est l'aboutissement de la quête africaine d'une véritable humanité à naître. » La véritable humanité. Donc, lui, il dit que cela ne peut se faire que si les Noirs utilisent leur propre spiritualité pour faire une nouvelle théologie qu'il appelle Black Theology and Black Power. Nous sommes en 1969. Ou alors, se débarrasser du Dieu des oppresseurs. Ainsi de suite, ainsi de suite. Black Theology, the South African Voice, la voix de l'Afrique du Sud. Ainsi de suite. Donc, pour lui, le mouvement de la conscience noire n'est pas seulement un mouvement politique. Parce que s'il n'y a pas l'émancipation spirituelle, d'après lui, l'homme ne peut pas être économiquement un entrepreneur libre. C'est un entrepreneur qui va utiliser les Noirs pour maximaliser les profits au service d'une minorité, tout en détruisant la majorité, en la servissant, en l'appauvrissant. C'est ça qu'il appelle la voie singulière et inhumaine du capitalisme noir. Donc, Steve Biko, qui ne connaissait pas directement les exploits économiques de Garvey, avait quand même anticipé une certaine vision. Parce que Steve Biko, s'il avait connu Garvey, il aurait mis en place des stratégies économiques encore plus efficaces. Mais comme nous n'avons aucun centre d'études stratégiques panafricains, où les Sud-Africains, les Béninois, les Togolais, viendraient avec les Guadeloupéens, les Américains noirs, pour apprendre. Donc chacun invente, comme on réinvente la roue, des stratégies plus ou moins efficaces. Alors même que tout ce qui tombe sous le sens était déjà dit et connu. Mais l'ignorance de notre propre expérience de libération nationale depuis les Hyksos est devenue maintenant très préoccupante. Cette ignorance est devenue même un obstacle
aux stratégies que nous mettons en place dans nos associations, dans nos organisations, etc. Parce que nous sommes incapables aujourd'hui d'adapter nos luttes contemporaines à ce qu'on appelle la stratégie globale de la lutte de nos ancêtres. Et nous sommes le seul peuple comme ça. Parce que les Chinois, ils luttent à partir de Sun Tzu, l'art de la guerre. Donc quand ils font l'économie, ils appliquent même Sun Tzu dans l'économie. Mais nous, on n'a pas de Sun Tzu. Tout ce qu'on sait faire, c'est faire des regroupements de nègres avec des fusils rudimentaires pour dire que nous sommes dans un maquis. Et donc les nègres meurent avant 40 ans, tout le temps, tout le temps. Or, la maîtrise sans faille des sciences et des techniques modernes doit permettre de réajuster la lutte à partir du paradigme de nos ancêtres. Toutes les guerres de libération que nous avons menées sont en deçà de la bataille de Megiddo, de toutes nos histoires. Sont en deçà de la bataille de Kadesh, de Ramsès II. Sont en deçà de la bataille menée contre les peuples de la mer par Mermeptah, le pharaon Mermeptah. Nous sommes en deçà. Même les batailles de Kirina, même les batailles de Samori Touré, tout ça, on est en deçà aujourd'hui. Tout ce qu'on sait faire, c'est des petits regroupements avec des petits fusils en bois, hein, pour aller affronter des drones et des canons. Voilà ce qui se passe actuellement. Et donc, c'est des jeux de massacre en fait. On envoie notre meilleure jeunesse, cette jeunesse qui pétille d'intelligence, comme dit Cheikh Anta Diop, à la mort certaine. Et faute de stratégie. Or, notre peuple était le peuple le plus stratégiquement organisé depuis la nuit des temps. Ce paradoxe fait que maintenant, beaucoup de Noirs refusent d'aller à l'abattoir. Refusent même de se battre, parce qu'ils savent très bien que c'est des massacres assurés. Il faut ajouter à cela l'absence totale de renseignements qui fait que nous sommes infiltrés au sommet même de nos organisations par des gens qui travaillent pour l'ennemi. Donc voilà pourquoi nous devons repenser totalement ce qu'on appelle la renaissance kémite. La renaissance kémite doit être repensée à partir de nos échecs actuels et à partir des stratégies qui ont été adoptées avant nous pour pouvoir justement remédier à nos échecs actuels. Aussi longtemps que cela ne sera pas fait, ça voudra dire que nous n'avons pas bien compris pourquoi nous faisons des lives. Les lives ne sont pas faits pour dire qu'on est un intellectuel qui connaît des grands auteurs. Les lives sont faits pour donner à nos descendants les moyens stratégiques qui vont leur permettre de créer les États-Unis d'Afrique. Sinon, ça ne sert à rien de faire les lives. C'est juste de l'exhibitionnisme intellectuel. Et on a passé l'âge. Aussi bien l'armée que moi. Cinquième question. Quelles sont les principales thématiques explorées et approfondies dans Conscience Noire, Serge Kovy? D'abord, il y a un certain nombre de chapitres que je vais énumérer parce que ça constitue les principales thématiques. Il y a un chapitre très important qui est intitulé « Une âme noire sous deux peaux blanches ». Sous des peaux blanches. Une âme noire sous des peaux blanches, point d'interrogation. Nous sommes en juillet 1970. Et Steve Biko veut expliquer pourquoi des blancs sont pris comme modèles dans nos luttes. Alors que la pensée des blancs vise à opprimer les noirs. Pourquoi nos héros sont blancs? Nos héros, c'est-à-dire révolutionnaires, sont blancs. Si nous voulons faire la révolution, nous avons le choix entre Karl Marx, Lénine, Mao, Che Guevara, etc. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'il n'y a pas de révolutionnaires noirs? Si il y a des révolutionnaires noirs, pourquoi ils ne sont pas sur nos bannières? Est-ce parce qu'ils ont été bannis de nos bannières? Et pourquoi toutes les écoles politiques que nous formons sont des écoles qui font la part belle à la Renaissance européenne, à la philosophie des Lumières, à la Révolution française, à la Révolution américaine, à la Commune de Paris, etc., etc.
mais jamais les épisodes de notre histoire. Eh bien, Steve Biko dit tout simplement parce que nous sommes noirs de peau, mais toutes nos références appartiennent aux mêmes blancs qui veulent nous imposer la suprématie blanche. Ça, c'est la tragédie nègre, ça. Jusque, y compris dans la Révolution haïtienne. Parce qu'on sait comment Dessalines s'est proclamé finalement empereur. Un peu sur le modèle de Napoléon. Qu'il a été tué par ses frères. Que le roi Christophe s'habillait comme les prétoriens de Rome. Qu'au moment où nous vous parlons, les juristes africains mettent des cheveux de blond ou des cheveux de leucoderme. Parce que ces cheveux-là, même sous la chaleur, on doit les mettre pour ressembler aux juristes romains. Bien qu'on soit noir et nègre. Donc, cela amène à une deuxième thématique qui s'appelle « Nous les Noirs ». Nous les Noirs. Alors, il distingue le petit apartheid, qu'il appelle petit apartheid, et le grand apartheid, big apartheid. Le grand apartheid, c'est l'apartheid que le blanc fait contre nous. Le petit apartheid, c'est l'apartheid que nous faisons dans nos familles, dans nos communautés, dans nos milieux, en faisant comme si nous étions dans un jeu de rôle où nous jouons le rôle du blanc. Donc il dit, le petit apartheid est plus dangereux que le grand. Parce que nous connaissons le blanc. Nous connaissons ses méthodes. Nous connaissons même son état d'esprit. Mais le noir, quand il joue au blanc, il est plus féroce que le blanc pour montrer au blanc qu'il est un bon noir. Donc, ce phénomène fait que, pour Biko, on doit nettoyer d'abord dans nos maisons. On doit nettoyer d'abord les Bantoustans avant de prétendre hériter de l'État et de la nation de la Zanie. Parce que si c'est cette mentalité-là que nous voulons prendre pour soi-disant faire la Zanie sera pire que les Bantoustans. C'est un peu des Bantoustans qu'il y a au Bénin. Le Bénin, c'est un Bantoustan. Lorsque j'apprends que les nègres au Bénin, au moment où je parle, vont chercher des gens parce que ces gens-là sont proches du zoo, c'est-à-dire Abomey, de là où vient Talon, où Talon dit qu'il vient. On va chercher les gens là-bas pour leur créer noise. Ça veut dire qu'au fond, c'est le petit apartheid au Bénin. Et les Français aiment les règlements de compte comme ça. Parce que l'ambassadeur de France dit qu'il se propose comme médiateur. Eh oui, eh oui. Mais oui, eh oui. Donc, notre problème n'est pas résolu parce qu'on a lu Cheikh Anta Diop. Notre problème, c'est, à partir de Cheikh Anta Diop, à partir de Marcus Garvey, à partir de Anténan Fumet, tout ça, quel est le modèle autoréférentiel de libération du continent qui va permettre au plan économique, au plan stratégique, je ne dis pas militaire, au plan diplomatique, au plan juridique, etc., de créer une civilisation nouvelle avec des hommes kémites nouveaux. C'est ça le problème. On ne l'a pas encore abordé. Tout ce qu'on fait actuellement, c'est quoi? C'est que nous ressuscitons à Château-Rouge en tant que pharaon de Château-Rouge. Avec des breloques, des déguisements, des choses que nous faisons passer pour plus important que les livres. Pourquoi nous faisons les livres? Parce que nous voulons finir avec les déguisements. Les nègres qui imitaient la médaille de la croix ancre. C'est les livres. L'Africain qui nous a compris est celui-là même qui, après avoir lu nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme, animé d'une conscience historique, etc., etc. C'est ce que dit Diop.
Diop n'a pas dit l'Africain qui se sera déguisé. Donc, ce que nous disons, c'est que la véritable révolution kémite commence d'abord par la fin du folklore. Voilà. Hein? La fin du folklore. C'est un folklore. Et si on ne fait pas attention, des Blancs vont venir pour dire que c'est eux qui sont les leaders de la révolution kémite. C'est ça qui nous prend au nez d'ailleurs. Hein? Parce qu'il y a des Blancs qui rêvent de faire comme Eminem. Hein? De faire comme l'autre là. Vous allez voir bientôt des kémites blancs. Hein? Ah oui. Ils se préparent, ils sont un peu partout en Afrique et ils disent qu'ils vont se faire initier par des nègres qui eux-mêmes ne savent même pas ce que ça veut dire l'initiation. Mais prennent 200 €, des choses comme ça. Donc ces contradictions montrent à quel niveau de désorganisation nous sommes arrivés. 6e question. Quelles sont les caractéristiques fondamentales du mouvement de la conscience noire, Serge Kovy? Le mouvement de la conscience noire est un mouvement qui repense la condition de l'humanité noire à partir des valeurs du peuple noir. On peut dire ça comme ça. Parce que ces valeurs débouchent sur une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire et une nouvelle manière de posséder et de partager. Une nouvelle manière d'être, ça s'appelle une ontologie noire. Une nouvelle manière de faire, ça veut dire une nouvelle axiologie noire. Une nouvelle manière de vivre, ça veut dire une nouvelle sociologie noire. Une nouvelle manière d'avoir, c'est-à-dire un nouveau entrepreneuriat noir. Et une nouvelle manière de savoir, ça veut dire la réappropriation de la science sacrée au profit de ce qu'on appelle maintenant, si vous voulez, les humanités classiques. Kémites, basées sur le paradigme intellectuel et épistémologique kémite. Intellectuel et épistémologique. C'est ça qu'il appelle la conscience noire. Et il écrit ceci. Qu'en est-il de la religion du blanc, par excellence, le christianisme? Il semble que ceux qui s'efforcent d'inculquer le christianisme aux noirs refusent obstinément de se défaire des préjugés et des corruptions posées en leur temps par les missionnaires qui nous ont réduits en esclavage. Aujourd'hui encore, si les Noirs ne trouvent dans la Bible aucun message qui leur semble spécifiquement destiné, c'est parce que nos pasteurs se concentrent sur des futilités morales qu'ils prêtent à Jésus-Christ. Futilités morales qu'ils prêtent à Jésus-Christ. Ils insistent sur ces dernières caractéristiques morales. Comme si c'était là les choses les plus importantes que leur Jésus avait à dire aux Noirs. Ils ne cessent d'exhorter les gens à chercher la faute en eux-mêmes. La faute au fétichisme. La faute à la sorcellerie. Ils ne cessent d'exhorter les gens à chercher la faute en eux-mêmes. Et ils les éloignent ainsi de l'essence même de toute lutte qui consiste à dire qu'on lutte contre ceux qui ont commis la vraie faute. Pas contre soi-même. Privés de contenu spirituel destiné aux opprimés. Les Noirs en viennent à lire la Bible avec une ingéniosité et une naïveté révoltante. Lorsqu'ils chantent en chœur mea culpa, lorsqu'ils se joignent à ceux des groupes de Blancs qui entonnent pour leur part une version toi culpa, sous-entendu, toi le noir, c'est toi le fautif. Ils en viennent à dire qu'ils forment une communauté d'une église qui recherche le même Dieu.
l'incongruité de l'idée d'un Dieu bien intentionné qui permet qu'un peuple souffre en permanence sous le joug d'un système immoral ne passe pas inaperçu auprès des jeunes noirs qui ne cessent aujourd'hui de quitter l'église corrompue par centaines. Trop de gens sont religieux pour que les noirs puissent ignorer le fait de la fatalité de leur misère. À l'évidence, la seule voie qui s'offre à nous consiste à redéfinir le message de la Bible et de le rendre pertinent aux yeux des masses noires en lutte. Voilà le point. Et ce point-là montre que même Steve Biko, après avoir énoncé une telle critique radicale, dit ceci: la seule voie, à l'évidence, la seule voie qui s'offre aux Noirs consiste à redéfinir le message de la Bible et de le rendre pertinent aux yeux des masses noires en lutte. Mais la question que je pose, pourquoi le message de la Bible serait la seule voie? Et pourquoi il suffirait de le redéfinir pour le rendre utilisable par la masse des Noirs? Pourquoi cette Bible? Pourquoi? Et ça, c'est les esprits les plus radicaux. Parce qu'en fait, ils ont été formés comme méthodistes. Et quand quelqu'un est formé à partir de l'idée que la Bible est le livre de Dieu, qu'après il se rend compte que Dieu est représenté comme un blanc, c'est-à-dire à l'image de son propre oppresseur, il en vient à dire que ce n'est pas Dieu qui est là. Ce n'est pas Dieu qui est la cause de sa souffrance. Ce sont quelques hommes qui sont méchants, corrompus, etc. Or, moi, ce que je dis, c'est que le Dieu des Blancs, si les Blancs utilisent ce Dieu pour faire du mal, le Dieu là est mal, c'est le mal. Le Dieu là, c'est le mal. Parce que on ne peut pas recourir à un Dieu bien pour faire le mal sans que ce Dieu bien n'intervienne pour soulager la misère de ceux qui souffrent. Où est Jésus depuis que les nègres souffrent? Où est Jésus? Je convoque Jésus à partir de ce soir. Pourquoi Jésus ne se manifeste pas? Pourquoi Jésus ne se manifeste pas? Pourquoi c'est toujours Satan? Quand les Noirs appellent Jésus, c'est Satan qui vient. Si moi je dis, j'appelle Covid et que c'est Hitler qui vient, au bout de 10 fois, ça veut dire Covid c'est Hitler. Je t'appelle, mais quelqu'un d'autre vient. Donc nous appelons Jésus qui vient soulager notre misère. Il ne vient jamais. Mais à sa place, on voit des missionnaires armés qui volent nos terres. On voit des choses. Et les Noirs continuent à dire qu'il faut former les Noirs à partir des préceptes de la Bible. Parce que ces préceptes-là ne sont pas en cause. Ce qui est en cause, c'est l'usage mauvais que les missionnaires en font. Mais c'est dans ces documents qu'on parle du massacre des Cananéens par Josué. La Bible. C'est dans la Bible qu'on parle de la malédiction de Canaan qui rejaillit sur les Noirs. C'est dans la Bible qu'on dit que l'Égypte est une terre qui est appelée à être une terre de désolation et de dévastation à cause des 10 plaies que Yahvé envoie à l'Égypte. Donc, ce livre-là, tous ces passages-là, c'est encore les missionnaires qui ont écrit ça. Alors moi, je vais plus loin maintenant. Parce qu'il faut que les Africains voient la vérité en face. Lorsque quelqu'un fait une guerre au nom d'un Dieu d'amour, c'est qu'en fait, le Dieu d'amour n'est pas un Dieu d'amour. C'est un Dieu de haine. Parce que comme Dieu même n'est pas venu nous dire qu'il est Dieu d'amour, donc c'est celui qui dit ça. Qui est responsable qui dit? Donc ce message-là, c'est un message de haine. C'est un message de haine. Et le noir doit voir ça en face. Il ne doit pas se dire, le blanc tel que je l'imagine est un être qui est né du Créateur. Et le Créateur, c'est un Dieu bon. Donc par conséquent, le blanc est bon.
Ça, c'est que des déductions logiques qui relèvent de la stupidité épistémologique. La stupidité épistémologique. Donc, notre position est claire. Un Dieu mauvais est représenté par des êtres mauvais. Un Dieu bon est représenté par des êtres bons. Est-ce que cette logique n'est pas logique? Merci, Kovi. 7e question. Les tenants de la ligne dure du système de l'apartheid sont passés maîtres dans l'art de la fragmentation de la résistance noire, selon Steve Biko. Je vais reprendre la 7e question. Les tenants de la ligne dure du système de l'apartheid sont passés maîtres dans l'art, j'ouvre les guillemets, l'art de la fragmentation de la résistance noire. Je ferme les guillemets selon Steve Biko. Que signifie précisément cette expression dans le contexte spécifique de l'apartheid sud-africain, Serge Kovi? Vous savez bien que quand on dit fragmentation, ça veut dire que ce qui formait un tout est découpé pour former un agrégat d'entités indépendantes les unes des autres, et j'ajouterai hostiles les unes aux autres. Donc c'est ce qu'il appelait déjà le petit apartheid. Mais cette fois-ci, le petit apartheid doit être interprété comme la haine de l'homme noir pour la femme noire. La haine de l'homme noir pour son fils noir. La haine du fils noir pour son père noir et pour sa mère noire. La haine de l'homme noir pour toute langue parlée par des noirs. La haine de l'homme noir pour la peau noire. La haine de l'homme noir pour les cheveux crépus noirs. L'anugineux. La haine de l'homme noir pour la culture noire. La haine de l'homme noir pour tout ce qui est noir. C'est-à-dire pour tout ce qui lui ressemble en tant que noir. Voilà ce qu'on appelle la fragmentation. Parce que cette fragmentation, elle est en fait cérébrale, mentale. Ce n'est pas que je veux que Nzafio ne soit pas mon frère. C'est mental. C'est-à-dire que tout ce qui est noir ou se rattache directement, indirectement au noir suscite de ma part une réaction d'hostilité spontanée. Voilà pourquoi, si ma fille mérite un cadeau, ça ne peut pas être donné au cours d'une fête de mes ancêtres. Ça va être donné à Noël. Et ce cadeau sera une poupée blanche. Je ne peux pas lui offrir un guerrier, par exemple, qu'on appelle Galvador, qui serait blanc, parce que c'est une fille. Il faut qu'elle apprenne à être fille. En plus, elle est noire. Donc, elle doit apprendre à être serviable pour son mari. Et c'est comme ça qu'on lui fait depuis qu'elle est petite, pour l'habituer. Donc, on l'enferme dans un rôle que j'appelle l'entité carcérale féminine. C'est-à-dire l'incarcération féminine. Mais l'homme aussi est enfermé dans un tel rôle. Parce qu'on le présente forcément comme quelqu'un qui est un guerrier. Quelqu'un qui est toujours en train d'en découdre avec la femme. Quelqu'un qui est toujours en train de multiplier les conquêtes féminines. Le mot conquête. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons hérité de ce qu'on appelle le patriarcat occidental. Le patriarcat tyrannique de l'Occident. Voilà pourquoi nous n'imaginons pas un Dieu noir, mais toujours un Dieu blanc qui serait le père. Un père courroucé, un père jaloux, un père qu'on appelle l'éternel des armées, Yahvé lui-même. Donc le problème du noir, c'est ça. C'est la fragmentation cérébrale
du noir pour l'opposer aux autres noirs. Donc, il faut entendre par là que pour Steve Biko, le recours systématique à la Bible est l'expression d'une telle fragmentation cérébrale. Pourtant, lui-même dit qu'il faut prendre la Bible pour réinterpréter de manière à ce que ça soit accessible aux Noirs. Cela pose un problème. C'est d'où vient cette incapacité pour nous à nous débarrasser de cette fragmentation cérébrale. Ça vient du fait que nous avons été nous-mêmes formatés à partir du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, nous avons appris depuis notre temps d'enfance à aimer nos bourreaux et à détester nos semblables et à travers nos semblables à nous détester nous-mêmes. C'est le seul peuple qui aime ses bourreaux et qui le montre chaque jour en croyant mériter un paradis que les bourreaux même disent qu'il ne sera pas accessible pour lui. C'est ça la souffrance nègre. Et il y a des gens qui surfent sur la souffrance nègre, qui font commerce de la souffrance nègre. Ces gens, on les appelle des pasteurs. On les appelle des coachs du développement personnel. On leur donne des noms. Mais en fait, le seul nom qui vaille, c'est tout simplement ce que j'appelle les gourous de la négrophagie. Les gourous négrophages. Voilà ce qu'on vient de dire ce soir. Des gourous négrophages prospèrent et surfent sur la souffrance nègre. Et cette souffrance crée chez le noir ce qu'on appelle une conscience malheureuse victimaire. Le noir va toujours se victimiser. On ne m'aime pas. Mais le problème, c'est pas si on ne t'aime pas. Le problème, c'est pourquoi tu aimes les gens qui ne t'aiment pas. Comment peut-on vivre dans ce que j'appelle l'idéal du gourou négrophage? Huitième question. De toutes les puissances occidentales qui soutenaient l'apartheid, laquelle était la plus hostile aux Noirs d'Afrique du Sud selon Steve Biko? Serge Covey. Dans le chapitre 16, Steve Biko parle de la politique américaine à l'égard de la ZANI. Et ce document est très important parce que c'est une note de synthèse envoyée par Steve Biko au sénateur des États-Unis, Dick Clark. Et Steve Biko cherche d'abord à parler à celui qui présidait le sous-comité du Sénat des États-Unis pour l'Afrique, spécialisé sur l'Afrique. C'est le sénateur Clark. La première chose que Steve Biko dit, c'est que les États-Unis n'ont pas résolu leur question noire. Les États-Unis maintiennent sous de faux semblants de régime fédéral démocratique des ségrégations raciales qui se traduisent par des tueries sans raison de la police, qu'on appelle des bavures, qui se traduisent par des chasses à l'homme dans les ghettos, par l'armement de gangs pour s'entretuer dans les ghettos noirs, par l'exclusion des Noirs des logements, par l'exclusion des Noirs des emplois décents. Et tout cela fait des États-Unis la première puissance de l'apartheid dans le monde occidental, dit Steve Biko. Au sénateur Clark. Or, le sénateur Clark, c'est celui qui dit que toute sa politique consiste à combattre l'apartheid. Et Steve Biko parle comme ça. Deuxième chose, Steve Biko dit que les Noirs sont maintenus dans un carcan institutionnel qu'on appelle les églises réformées noires.
Et ces églises, parce que noirs, s'imaginent être des églises qui abritent des âmes noires libres. Or, dit-il, même quand les noirs, les plus radicaux, se représentent Jésus comme noir, ils disent toujours qu'il est noir, mais il est juif. Donc, comme il est noir, mais il ne peut pas être africain. Le seul qui dit que c'est un Dieu noir, qui vient d'Éthiopie et d'Égypte, c'est gardé. Mais ce Dieu veut que tu sois honoré quand on t'appelle négro, négro. Or, c'est une souffrance qu'on les appelle négro. Donc, le noir, même quand il parle de Dieu noir, il dit que ce Dieu noir est juif. Donc, ce Dieu noir représente non pas l'Africain, mais le peuple juif. À ce moment-là, comme lui-même, il veut échapper à la condition d'Africain, il va dire que c'est lui qui est le vrai juif. Lui-là. Parce que ce Dieu-là, étant le Dieu juif, moi, je l'adore, je suis juif. Mais l'astuce consiste à dire, je vais garder la Bible, qui dit qu'on maudit Canaan, qu'on maudit ceci. Mais je suis quand même juif. Mais si tu es juif, alors que tu es juif de seconde zone, ça ne va pas. Donc il va dire, je suis le juif originel. Qu'il appelle vrai juif. Donc quand il va regarder le DVD de Covey, les relations entre les Noirs et les Juifs de l'Antiquité à l'époque contemporaine, il va dire Covey, il ne connaît pas parce qu'il se trompe. Il ne parle pas des vrais Juifs. Du Juif originel que je suis. C'est ce qu'on appelle Black Jewish. Black Jews. Les vrais Juifs. D'autres feront la même chose, mais ils diront Black Muslims ou Black Arabs ou les Arabes originels. Vous parlez d'origine, mais c'est jamais vous-même. C'est-à-dire que la question que je leur ai posée, c'est si vous êtes les vrais Juifs et que Covey s'est trompé en parlant des faux, Abraham était-il vrai ou faux? Et voici la réponse. Abraham était noir. Ah! Ok. Et qu'en est-il alors de Ismaël? Lui, il ne compte pas. Parce qu'il n'est pas juif. C'est le fils de la négresse Agar. Parle-moi de l'autre. Son chaldé. Alors, je dis, qu'en est-il d'Isiakou? Mais tu as dit Isiakou Gomez. Donc ça veut dire il est noir. Même si moi je dis Isaac. Qu'en est-il de Yacoubou? Mais tu viens de dire Yacoubou Gomez, donc il est noir. Mais qu'en est-il de Jacob? Et ça devient de plus en plus intéressant. Qu'en est-il de celui qui a la clé des songes? Joseph, ça dit Yessoufou. Yessoufou, qu'en est-il? Ben il est noir. Qu'en est-il de Moïse? Mais il est noir. Qu'en est-il de son frère Aaron? Mais c'est évident qu'il est noir. Qu'en est-il de sa soeur Mariam? Elle est noire. Alors tu poses une question maintenant. Mais au fait, qui n'est pas noir? Puisque tout le monde est noir. Oui, il y en a un qui n'est pas noir. Un qui n'est pas noir. C'est qui? Il hésite. Dieu est noir. C'est le fils et lui sont noirs. Tout le monde est noir. Mais il y en a un qui ne peut pas être noir. C'est qui? Là, il hésite, il ne donne pas la réponse. Et je lui dis, le blanc. Donc ça veut dire que le diable est blanc. Ah! Oh, mais c'est blasphème. Inadmissible. Oui. Parce qu'ils ont dit que le marqueur des couleurs,
contraste noir-blanc. C'est ça qui fait la différence entre Dieu et le diable. Si Dieu est noir, ton Dieu est noir. Si Jésus est noir, si Moïse est noir, Abraham est noir, tout le monde est noir. Il reste à dire que le diable est blanc. Il dit non. Pourquoi? Parce que blanc, c'est quand même le maître. Je ne peux pas quand même dire que le diable est le maître. Alors, il y a un révérend qui a dit, il s'appelle Wright. Jeremiah Wright. Il a dit, les États-Unis ne peuvent pas parler de Dieu. Parce que les fantômes des Amérindiens qu'ils ont exterminés font que c'est l'entité du diable. Et Barack Obama a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne viens plus dans ton église. Je ne te connais plus. Parce que moi, je vais être président et tu parles comme ça. Ça veut dire qu'on va dire que moi, je te connais. Maintenant, je ne te connais plus. Alors que c'est lui qui a ramené Barack Obama dans le milieu des Noirs. Sinon, Barack Obama était totalement isolé des Noirs. Et Barack Obama a tourné le dos à Jeremiah Wright. Parce que le noir peut concevoir un Dieu noir. Mais ce qu'il ne peut jamais concevoir, c'est un diable blanc. Voilà. Parce que tout ce qui est blanc ne peut être que bon et pur. Même si je dis, il faut un Dieu noir que j'invente. Donc voilà le problème du noir. Ça, ce sont les séquelles de la fragmentation cérébrale et mentale. Oui. Et d'ailleurs, Biko dit que là, il ne peut rien faire. Parce qu'il n'y a pas de remède au niveau de l'éducation politique. C'est un problème psychiatrique. Donc, il pose le problème de la nécessité de soigner les maladies mentales du noir. Mais seuls des noirs formés peuvent le faire. Donc, la question qu'il va poser, est-ce que dans nos organisations panafricanistes, on ne doit pas mettre aussi des psychiatres? Et cette question avait déjà été posée par Toby Nathan et par d'autres qui disaient que les réactions du noir vis-à-vis de son frère noir au sein d'organisations dont le but est soi-disant de libérer l'Afrique sont des réactions de névrose négrophobe et négrophage. Ce n'est pas normal. Et la chose qui a le plus étonné Steve Biko, c'est la méchanceté que le noir utilise pour exhiber et humilier son semblable. Ça l'a beaucoup frappé. Il a dit non, il n'a jamais vu ça. Et donc, seuls nos enfants doivent être guéris de ces névroses. Selon Steve Biko. Et moi, je vous dis ceci. Moi-même, j'ai expérimenté une telle violence symbolique au niveau du transfert d'agressivité. Plus le blanc nous domine, nous écrase de façon sournoise, plus nous sommes violents envers nos semblables. Et nous épargnons le blanc. Soit parce qu'il utilise la force brute, donc on sait qu'on n'a pas autant de force que lui. Soit parce que nous nous disons que, au fond, le vrai diable, c'est nous-mêmes. Voilà le problème qui fait que c'est difficile pour le noir de faire face à sa condition. Parce qu'en lui-même, il y a un colosse qui combat le réveil du kémite. En lui-même. Voilà. Donc, le problème de fond que ce monsieur pose, c'est ça. Et c'est ça qui va entraîner sa mort. 9e et avant-dernière question. Peut-on élucider les conditions de l'assassinat de Steve Biko? Je répète, 9e et avant-dernière question. Peut-on élucider les conditions exactes de l'assassinat de Steve Biko et les mobiles de cet acte ignoble, Serge Kovy? Le 18 août 1977, à 10h15 du matin, il est amené de force à Port-Elizabeth, où il est torturé pendant 45 jours. Donc tout y passe. Électricité dans les parties génitales, électricité dans les narines, dans l'oreille, pour pouvoir atteindre le cerveau, etc., 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 etc. Privation de nourriture,
privation de... Donc, le sang coulait de son nez, de sa bouche. Il pissait du sang. Et il faisait des excréments avec du sang. Au bout de 45 jours. Voyant son état, on le transfère à Pretoria. Et le 11 septembre 1977, on lui fait un traitement pour arrêter le sang. De force. J'ai bien dit, arrêter le 18 août. Le 11 septembre, on tente d'arrêter le sang. À ce moment-là, quand vous tentez d'arrêter le sang et que toutes les artères sont pétées, vrai? Donc, le sang sort maintenant et dégouline partout, les oreilles, tout. C'est ce qui arrive à Steve. Donc, Steve Biko va mourir et c'est une... Les tortionnaires eux-mêmes ont dit que il a poussé un ouf de soulagement pour être délivré. Donc, on fait un communiqué en disant qu'il est mort d'une grève de la faim. Une grève de la faim qui fait que tu pisses du sang. Tout ça. Au cours des funérailles, un homme qui est très bien aimé par les Européens aussi, Desmond Tutu. Quand je dis aimé par les Européens, ça ne veut pas dire qu'il aime ce noir-là. Je pense qu'aucun Européen ne peut aimer sincèrement un noir. Ce n'est pas parce qu'eux-mêmes ne vont pas nous aimer. Hein. C'est l'éducation. Vu comment ils sont éduqués, ils ne peuvent pas aimer sincèrement un noir. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a 3 profils. Il y a celui qui dit, moi je ne peux qu'aimer les noirs parce que j'ai un ami noir. Ou un cousin noir. Et quand on fait l'anniversaire, je suis avec lui, on est ensemble. Voilà. C'est-à-dire l'argument c'est, j'ai un copain noir. Ça s'appelle un alibi. Bien. Il y a ceux qui disent, je ne veux pas avoir des noirs dans ma famille. Mais je veux les fréquenter. Et je veux les fréquenter parce que je sais qu'est-ce que j'ai à gagner en les fréquentant. Donc je les fréquente, non pas pour ce qu'ils sont, non pas pour ce qu'ils font, je les fréquente pour l'intérêt que je peux en tirer. Si j'ai un ami qui est un excellent mathématicien, et que si je dois passer un concours de mathématiques, peu m'importe qu'il soit noir ou blanc, l'essentiel, c'est que j'ai le concours. Mais ça ne veut pas dire que je l'aime pour ce qu'il est. Ce qu'il faut. Mais le noir, quand il va entendre, ah toi Kovi, vraiment, tu es le plus intelligent des noirs, il va prendre ça à la lettre. En plus, ça vient du blanc. Ah, compliment. Dans compliment, il y a aussi piment. Non, je ne crois pas. Donc, ce que je veux dire ici, non, ça c'est l'effet rappeur. Ce que je veux dire ici, pour que ce soit un peu clair, c'est que la 3e catégorie, ce sont des gens qui sont avec les blancs par névrose. C'est-à-dire qu'ils ne quittent pas un blanc. Il faut tout le temps qu'ils soient collés au blanc. Parce que ce blanc-là lui permet d'avoir, excusez-moi, je vais utiliser un mot très dur, hein, un certificat d'humanité. Ouais. Plus on fréquente des blancs, plus ça veut dire qu'on a réussi dans le monde des blancs. Donc, les blancs eux-mêmes appellent ça des nègres à blancs ou des nègres mal blanchis. Voilà comment les blancs appellent ça. Et qui est-ce qui a appelé ça comme ça? C'est un écrivain qui s'appelle Louis-Ferdinand Céline et qui était aussi antisémite. Louis-Ferdinand Céline. Tu vois, non? C'est-à-dire, dans son texte, pour qui sonne le glas, Hemingway aussi dit une chose pareille. Hemingway, hein, l'écrivain américain qui se disait ami de Fidel Castro, et tout ça, lui-même parle comme ça des nègres. Je vais même aller plus loin. Je n'ai jamais lu un texte
en dehors des Grecs anciens, qui étaient dominés par les Noirs, et qui considéraient donc les Noirs comme des références, d'un blanc moderne et contemporain, qui a dit que le noir est une référence? J'ai jamais lu. Qu'il s'agit d'une référence morale, d'une référence intellectuelle, d'une référence intime. Jamais. Ce qu'il va dire, c'est que tout le mérite revient au système éducatif qui a fabriqué ce perroquet noir. Voilà ce qu'il va dire. Donc, à partir du moment où on a conscience de ça, on doit se demander si la bonne stratégie consiste à attendre que les Blancs reconnaissent que Diop avait raison. Les Égyptiens étaient noirs. Ceci et ça. Pour pouvoir commencer à mettre en place des institutions. Non. Parce que si on attend ça, hein, il y a des peuples entiers qui vont disparaître. Parce que le blanc ne le fera jamais. Je l'ai dit et je le répète. Si toute l'érudition occidentale a été focalisée de 1948 jusqu'au colloque du Caire, 1964, pour détruire les têtes de Cheikh Anta Diop, sous tous les angles d'attaque possibles, c'est parce que la reconnaissance de telle thèse par les institutions savantes équivaudrait à un suicide intellectuel pour l'Occident. Voilà ma position. Elle n'a pas varié. Donc, 10e et dernière question, Serge Kovy. À titre personnel, quelle leçon majeure tirez-vous de la lecture méthodique de l'ouvrage Conscience noire de Stéphane Bantou Biko? Je n'ai pas parlé d'un personnage. Mais, si nous faisons les lives aussi, c'est pour que plus tard, il y ait des documentaires sur les auteurs de ce live. Mais sous l'angle de notre lecture. Parce qu'il y a les commentateurs et les critiques qui, justement, me semble-t-il, sont trop critiques. Mais sous l'angle de notre lecture, nous posons le problème suivant. 1. Dans quel contexte historique, sociologique, psychologique, intellectuel, l'auteur est né, a grandi, a vécu et est mort. Nous appelons ça la contextualisation. Deuxièmement, nous disons, qu'est-ce que l'auteur a posé comme thèse centrale, comme thématique connexe, articulée autour de cette texte central, comme référence bibliographique, c'est-à-dire les citations qu'il a données, les citations. Et en fait, qu'est-ce que l'auteur a voulu susciter comme interrogation et comme anticipation aux réponses à nos interrogations dans son livre? C'est ça mon live. C'est ça que j'appelle globalement une lecture méthodique. Mais, normalement, nous avons des documents d'archives. Nous avons des documents qui sont même des documents, des pièces à conviction de la famille, qui doivent donner matière à un documentaire sur Awa Keïta. Un documentaire sur Steve Biko. Mais cette fois-ci, ce serait un documentaire fonctionnant, opérant à partir du paradigme kémite et non pas du paradigme eurocentriste. Ça veut dire, après les livres, il faudra que Narmer et moi, nous envisagions l'ère des lives documentaires. C'est ça qui a fait le succès de l'industrie cinématographique et documentariste du Nigeria, qu'on appelle Nollywood, qui a fabriqué en moins de 6 ans 140 milliardaires en CFA, en Naïva. Parce que les documentaires sont des fenêtres de tir visuel à partir desquelles les gens voient ce qu'ils rêvent d'être. Voilà pourquoi on utilise les documentaires pour rabaisser les Noirs. Voilà pourquoi on utilise des films où on voit pendant des minutes entières un paysage désolé, où il y a un petit chèvre souffreté avec des nègres habillés en guenilles. Et on présente ça au niveau du festival de Ouagadougou pour dire voilà le cinéma africain. Et nous avons combattu cela. Donc, ce que je dis,
à partir de maintenant, c'est que nous devons récupérer notre propre image. Notre image a été abîmée. Notre image est devenue déficitaire, dégradée. Je dirais même polluée. Parce que l'image au départ, c'est tout simplement une représentation que le cerveau se fait de l'idéal d'être que vous voulez être. C'est ça la première image que vous avez de vous-même. Deuxièmement, cette image, elle devient quelque chose que vous communiquez. Donc la parole est la médiation de l'image. Ce qu'on appelle les discours sont émaillés de métaphores, d'images et d'allégories. Si vous avez une image de la hutte, ce n'est pas la même image que la pyramide. Donc, un discours est émaillé d'images qui apparaissent sous forme de métaphores, d'allégories, etc. Et enfin, l'image est une représentation visuelle sous la forme d'un monument, une statue, etc. On sait très bien qu'un être humain n'est pas un monument. Mais on va dire que chaque Anta Diop est un monument d'érudition. Qu'est-ce qu'un monument? Un monument, c'est une construction architecturale, mais qui est incarnée dans un être humain. L'être humain, c'est un temple. C'est le temple où circule l'énergie. Et l'être humain, c'est le temple de l'homme. Cela nous ramène au titre de Schwaller de Luis, le temple de l'homme. C'est pour cela que ce que projette comme image Steve Biko, c'est l'image d'un Africain. Voilà comment il était jeune, comme ça quand il a commencé. C'est l'image d'un Africain qui a décidé de mettre toute sa vie, son intelligence, sa pensée, son énergie, son temps, son argent, tout ça, au service de la réparation de l'image du noir, à travers la perception que le noir a de sa propre conscience, comme une conscience libre se déployant dans le champ de l'intelligence pour construire des monuments. Et c'est ainsi qu'il voyait Lazani. Et tant que des êtres humains comme ça existeront, lorsqu'il y aura les États-Unis d'Afrique, nous allons construire le monument Steve Biko. Parce que ce fut d'abord un monument en mouvement, en chair et en os, dans la nature. Ils ont cru avoir torturé un noir, mais ils l'ont rendu immortel. Et ce monument, nous sommes là pour le célébrer perpétuellement. C'est ainsi que nous disons que la plus grande activité au sein d'une maison créée par des noirs kémites, ça doit être la célébration perpétuelle du génie nègre et kémite. Lorsqu'une femme africaine, kémite, prépare à manger, ça doit être la célébration du panafricanisme culinaire. Lorsqu'un homme noir caresse la peau d'une femme noire, ça doit être le panafricanisme, tout simplement, de Cupidon. Mais, ce que je veux dire ici, la célébration perpétuelle du génie africain ne peut exister que s'il y a des monuments. Ce n'est pas avec des nains et des lilliputiens que nous allons construire la renaissance kémite. Or, actuellement, qui gouverne au Togo? Un lilliputien, un nain. Qui gouverne en Guinée? Un nain, un lilliputien, quelle que soit l'idée qui se fait de sa propre grandeur. Qu'a-t-il fait? Il a donné 2 millions d'euros. 2 millions d'euros pour réparer Notre-Dame. Et il dit qu'il est un ancien militant pour la libération de l'Afrique. Hein? Et on sait très bien qu'avec rien que 10 000 euros, le nombre d'écoles qu'on peut faire, le nombre de dispensaires, etc., etc. Et pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il veut avoir un 3e mandat. Et il a besoin
que le président de la France ferme les yeux sur les fraudes massives auxquelles il va se livrer. Voilà des nains et des lilliputiens qui prétendent diriger l'Afrique. Voilà pourquoi les Steve Biko, normalement, s'ils avaient dirigé l'Afrique, l'Afrique se porterait mieux. Vous voyez? Donc les monuments sont tués. Les lilliputiens ont la vie longue. Et souvent, ils finissent à 10 ans. Et ils sont toujours au pouvoir jusqu'à leur mort. Parce qu'ils ont peur en quittant le pouvoir qu'on rentre des comptes avec leur mafia. Donc ce n'est pas l'Afrique dont nous rêvons que nous trouvons aujourd'hui devant nous. L'Afrique dont nous rêvons, c'est l'Afrique de Walter Rodney. C'est l'Afrique de Antenan Fimet. C'est l'Afrique de Marcus Garvey. C'est l'Afrique de Awa Keita. Hein, d'Ambissa Moyo. C'est cette Afrique que nous rêvons. L'Afrique des monuments. Et l'Afrique des monuments, comment est-on habilité à l'appeler? Eh bien, l'Afrique monumentale. Ce que je viens de faire, c'est une sorte d'hymne à l'Afrique monumentale à travers un monument qui s'appelle Stephen Bantu Biko et qui a écrit de 1969 à 1977 la date de sa mort. Mais ce qui est important, ce n'est pas 1977. La preuve, il vit à travers ce live. Donc nous devons produire des documentaires sur lui, des ouvrages sur lui, biographies, des ouvrages d'analyse thématique de sa contribution à la Renaissance kémite, des publications, des films documentaires, des ouvrages pour enfants, des dessins animés et tout ça. C'est ça qu'on appelle la révolution culturelle. La révolution culturelle, ce n'est pas le folklore, hein? Ce n'est pas le folklore de Château-Rouge. La révolution culturelle, c'est effectivement la mise en action de l'intelligence des artistes, des poètes, des écrivains, des sculpteurs, des architectes, etc., des philosophes, des mathématiciens, pour célébrer perpétuellement le génie des monuments africains de Imhotep à Steve Bantu Biko. Voilà pourquoi nous nous battons. Et cette bataille-là, elle est la bataille des idées et des idéaux, la mère de toutes les batailles, la bataille finale, la bataille décisive. Voilà pourquoi je voudrais remercier le frère Narmer. Je voudrais remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont œuvré à ce que ces lives puissent exister. Parce que le plus important, c'est l'existence de ces lives. Il faut perpétuer ces lives. Normalement, on ne devrait pas uniquement faire Taméri. On devrait faire des Taméri à Cotonou, Taméri à Lagos, Taméri à Ibadan, Taméri à Banjul, Taméri à Douala, partout. Port-au-Prince, partout. Taméri. Et Taméri doit se faire par les livres que nous avons pris. Ces livres doivent faire l'objet de débats ensuite, dans le cadre de clubs de lecture, de réflexion et d'action. Et ces clubs doivent permettre d'acheter les livres et de les commander. Moi, je ne viens pas ici pour parler. Je viens ici pour que les Noirs lisent. Ce n'est pas par rapport à moi. Ce n'est pas par rapport à ma lecture. Mais c'est par rapport à la lecture qu'il ferait de ce que Biko a donné. Ma personne est sans importance. Voilà pourquoi Biko avait une sorte d'hymne qui n'a pas été composé pour l'ANC, contrairement à ce qu'on croit. Mais qui a été composé pour les États-Unis d'Afrique, en fait. Cet hymne, c'est Nkosi Sikeleli Africa. J'aurais pu dire Kamita. Que Dieu, mais le Dieu dont je parle, c'est Amon-Ra, bien sûr, bénisse, Kemet, Malupakam ou Pando, Loyau, élève son esprit, élève l'esprit de l'Afrique. Pas rabaisse, élève. Yiva, imitandazo, yetu. Écoute ses louanges, pas ses prières, écoute ses louanges. Aussi, si qu'elle est, et nous bénisse tous. Ça dit tous les Kémites, nous bénissent tous. Si qu'elle est, Amadol, Assizoué, béni soit également ceux qui conduisent le troupeau, c'est-à-dire les dirigeants. Mais ce n'est pas dirigeants, Assizoué, ceux qui conduisent le troupeau. Si qu'elle est là,
quoi nomme l'Israël. Béni soit également la jeunesse dorée, notre jeunesse. Ultiwal, Ilizwe, Ngomonde, qu'ils soutiennent le pays tout entier, c'est-à-dire Kemet tout entier, avec patience et amour. Ou aussi Kelele, que vous puissiez bénir tous ceux qui viendront après nous. Si Kelele, Amalinga et tout, bénis soient tous les efforts que nous déployons. Awonayana, Noku Zaka, pour nous unir et nous élever vers le sommet. Awem Fundo, Newivisen Wano, en apprenant, en comprenant et en nous respectant. Ouasi Kelele, et qu'il soit ainsi béni. Yila Moya, esprit des ancêtres, descend, esprit des ancêtres, descend. Yila Moya, Oyingwele, c'est pas Saint-Esprit. C'est pas Saint-Esprit. Ça, c'est chrétien. Le cas divin descend. Cas divin descend. Cet hymne-là, il faut que toutes les conférences, on fasse ça. Et on ajoute ceci. Kémites de tous les continents, unissons-nous, vive libre ou mourir, nous vaincrons. Hotep! Hotep, merci Sage Kovi pour ces très longues explications, ces longs approfondissements. Merci pour les lumières, merci pour tout ce travail qui vous a été proposé depuis Taméry, librairie Camille panafricaine, située au 19 rue du Chalet, 75 010 Paris. Nous sommes joignables au téléphone 06 10 82 29 18, par mail à tamery75@aol.com, sur Facebook Tamery Sematawi ou Tamery Sematawi Ndjewuti, et ces vidéos peuvent aussi être visionnées sur notre compte YouTube Tamery Sematawi Mahat. Sage Kovi, qu'est-ce que tu nous proposes dans la semaine? Est-ce qu'il y a un programme? Il y a beaucoup de commémorations? Où est-ce que nous nous situons par rapport à tout ça? Justement, dimanche prochain, j'aimerais consacrer une conférence à Nelson Mandela. Parce que le personnage lui-même est devenu un personnage emblématique, singulièrement ici en Occident, de ce qu'un Africain qui aspire à la paix raciale, la paix perpétuelle, raciale, un cas. Et la preuve, après sa disparition, tous ceux qui considèrent que l'Afrique est un lieu où la vie humaine n'a pas de sens et de prix, se sont invités en Afrique du Sud pour faire des éloges. Donc Mandela est un paradoxe. Il a été emprisonné pendant 27 ans au titre d'une rébellion contre le système le plus inique que l'esprit humain ait jamais conçu, l'apartheid. Il était alors qualifié de terroriste, il était qualifié de rebelle, il était qualifié d'insoumis, de danger pour l'Occident. Je cite le président Reagan. Mais, sortant de prison, il est devenu une icône de la paix mondiale voulue par l'Occident. C'est à ce titre qu'il est parti sur un bateau pour aller faire la diplomatie entre Laurent Désiré Kabila et un Mobutu qui était déjà à l'époque mourant. C'est ainsi qu'il a pris des initiatives diplomatiques un peu partout, au service de l'ONU,
et d'un certain nombre d'organisations internationales. Et récemment, son ancienne femme, qui a été compagne de lutte, Winnie Mandela, avant son décès, a dit que le président Mandela a fait des compromis qui vont au-delà de ce qui est permis à un dirigeant soucieux de l'avenir de son peuple de faire. Donc, elle a vécu avec lui, elle lui a fait des enfants. Qui dit vrai? Qui dit faux? Nous n'allons pas, et c'est là où cette conférence sera une conférence pédagogique. Nous allons nous baser sur les faits historiques, pas sur les émotions, pas sur les humeurs et les rumeurs. Donc c'est une conférence de clarification. Parce qu'il ne nous a pas échappé que ces derniers temps, on a envoyé des documents pour présenter Nelson Mandela comme un traître à l'Afrique. On ne fait pas 27 ans de prison quand on est un traître. Je crois qu'il y a d'autres manières d'être traître que d'aller jusqu'à la logique où on sacrifie 27 ans de sa vie en prison. Vous voyez? Donc, celui qui a fait mieux, le seul, comme prisonnier de conscience, c'est Kibangu. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faut pas s'attendre au cours de la conférence à ce que je jette l'anathème sur la mémoire de Nelson Mandela. Moi, j'ai un principe. Tous ceux qui se sont sacrifiés pour que l'Afrique puisse se retrouver, avoir sa dignité, ils ont droit à la reconnaissance. Actuellement, il y a une sorte de facilité qui consiste à qualifier de traître tout le monde, sauf les vrais traîtres. Donc là, il faut aussi être sérieux. Il faut faire de la pédagogie. Il faut expliquer ce qu'on a expliqué. Si on me demandait à titre personnel, qui tu préfères entre Robert Mangaliso Sobukwe et Nelson Mandela, je dirais Robert Sobukwe. Du point de vue des options qui sont les nôtres et du point de vue de ce que l'histoire a fait pour donner raison à Sobukwe. Parce que nous voyons aujourd'hui ce qui se passe en Afrique du Sud. Et nous savons que les Blancs sont armés et veulent garder les terres, veulent garder tous les privilèges, alors qu'ils sont une infime minorité. Donc le mouvement même qu'on appelle Economic Freedom Fighters, de notre frère qui est aujourd'hui pour les États-Unis d'Afrique aussi, qui veut qu'on parle Swahili, eh bien, c'est une résurgence, pour ne pas dire une renaissance du mouvement du Pan-African Congress de Sobukwe. Des voix se dégagent et les langues se délient maintenant. Le professeur Obenga lui-même dit que l'organisation, qui sera l'organisation continentale, avec des sections territoriales et une coordination fédérale, cette organisation va s'appeler le Congrès panafricain. Eh bien, c'est une sorte de pied de nez qui est fait par-delà l'histoire et par-delà les incompréhensions de l'histoire à Sobukwe, qui a mené le vrai combat, et lui-même, à travers son disciple, Stephen Bantu Biko, auquel nous venons de rendre hommage, en sa qualité de monument de la résistance kémite, et le mot est faible. Hotep! Hotep. Merci et à très bientôt pour le prochain live.